Je sais que j'ai déjà dit ça la semaine dernière, mais au final, le Grand Prix du Brésil est probablement le meilleur Grand Prix de cette saison 2024. On a eu le droit à un week-end extrêmement particulier, un week-end de fou, il faut le dire. La météo a totalement bouleversé le déroulé de ce week-end et surtout le résultat. On était très nombreux à le suivre ensemble sur Twitch et je pense que ce Grand Prix restera dans l'histoire de la Formule 1. C'est un tournant au final de cette saison 2024. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, bien évidemment, pour rater aucune des vidéos du mois de novembre. Et on va ensemble tout de suite revoir ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix du Brésil 2024 et voir ce qu'il faut retenir pour cette fin de saison. Bon, comme chaque récap, on va commencer par le conseil de classe. Et je commence ce conseil de classe par la plus lourde sanction possible, Lance Stroll. Conseil de discipline. Stroll, pour moi, a réalisé probablement le pire week-end possible en Formule 1. Alors, il faut remettre un petit peu de contexte déjà sur son week-end. Le pauvre s'est fait quitter par sa meuf le jour de son anniv, il y a quelques semaines. Ça, j'avoue que ça aide pas mentalement. Ça se voyait dès le jeudi en conférence de presse. Il était totalement paumé. Il avait pas du tout envie d'être là. Résultat, ça se voit sur la piste. Élimination en Q1 pour la course sprint. Ensuite, en qualification, il satellise sa voiture en Q2. Dieu merci, les mécaniciens lui réparent pour qu'il puisse participer au Grand Prix. Bon, il commet une petite erreur dans le tour de formation. Il perd un petit peu l'arrière, bloque les roues arrière, va taper le mur. Ça peut arriver à tout le monde. Beaucoup de pilotes ont fait cette erreur. Par contre, le fait d'aller dans le bac à gravier de ton plein gré pour revenir sur la piste, j'appelle ça du troll. J'appelle ça sincèrement du foutage de gueule. Il n'y a aucun monde où ça F1, rien que de base déjà, on sait que les F1 ne vont pas dans le bac à gravier. Mais alors là, il pleut en plus. Stroll du coup reste bloqué dans le bac à gravier et en plus fout un bordel monstrueux pour le départ. C'est dommage parce que d'habitude Stroll est très bon sous la pluie. On l'a déjà vu, il a déjà pris des pole positions, il a déjà fait des podiums. Et là, je pense que malheureusement, mentalement, Stroll n'y était pas du tout ce week-end. Ça m'a vraiment fait de la peine en fait pour Stroll de le voir avec un aussi faible niveau ce week-end au Brésil. Résultat, 0 point marqué, une voiture cassée en qualification et je pense que les ingénieurs doivent encore l'avoir de travers. Alors pour le deuxième conseil de classe, cette fois-ci, c'est deux pilotes. En fait, c'est un duo que je vais entre guillemets sanctionner et ça va être une heure de colle pour Carlos Sainz et Franco Colapinto. Tout simplement parce que ces deux pilotes reproduisent exactement la même erreur en qualification et en course à quelques heures d'intervalle qui ruinent totalement leur week-end au Brésil. Bon alors, je suis un petit peu plus gentil avec Franco Colapinto, c'était la première fois qu'il roulait une Formule 1 sous la pluie. Carlos Sainz, avec ton expérience, la première erreur déjà, elle arrive en qualification, sous la pluie, petite erreur, il tape l'arrière, ok, pourquoi pas, mais en course, les deux roues sur la ligne blanche, il part une nouvelle fois en tête à queue, tape une nouvelle fois le train arrière de sa Ferrari, sachant qu'il avait changé de moteur et de boîte de vitesse. Je suis en mode, les gars, bon, faire deux fois la même erreur, casser deux fois la même voiture pour votre équipe, c'est vraiment pas cool, sachant que là aussi, les mécaniciens s'étaient cassé le cul à refaire la voiture sur la pause de midi le dimanche. Bref, un dimanche à oublier pour ces deux pilotes et malheureusement, ces deux petites erreurs pour chacun a totalement ruiné le résultat de leur week-end. Et le troisième pilote du conseil de classe, alors là, Lewis Hamilton. Mais Lewis Hamilton, je lui mets un mot d'absence en fait. Lewis Hamilton n'était pas là ce week-end au Brésil, c'était pas le vrai. Lewis Hamilton a été totalement cadavérique ce week-end au Brésil. Et je pensais jamais dire ça de Lewis Hamilton. Il a, je pense, fait son pire week-end en Formule 1 lui aussi. Je pense sincèrement que le highlight du week-end de Lewis Hamilton et le truc qu'il a le plus kiffé ces derniers jours, c'est le run dans la McLaren de Ayrton Senna, la MP4 5B. C'était exceptionnel, vraiment j'en avais des frissons. Mais alors avec sa Mercedes W15, oh là 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 là. Éliminé en SQ2, ne marque pas de points en sprint, fait un mauvais départ et perd des positions. Ensuite éliminé en Q1 pour la qualification, fait une course catastrophique avec des passages dans l'herbe, des petites erreurs, des blocages de roues, se fait dépasser par le midfield, incapable de trouver du rythme, à peine dans les points au final, 10e pour Lewis Hamilton, pour un mec qui était soi-disant le roi sous la pluie. Et j'avoue que là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors ma seule théorie pour Lewis Hamilton, c'est les améliorations au quota. C'est le nouveau package que Mercedes a ramené aux États-Unis qui ne fonctionne pas, on l'avait vu, qui pose des problèmes. Hamilton était la seule voiture à faire des étincelles et à frotter le sol pendant la course. Bref, week-end à oublier pour Lewis Hamilton. J'espère qu'il a kiffé son run avec la McLaren parce que le reste, absolument rien à garder pour Hamilton. Bon, on va commencer par une analyse globale pour ce récap et on va parler du Grand Prix du Brésil. On le sait, chaque saison de Formule 1, on a des circuits où on sait que tous les ans, on va avoir une masterclass. Et le Brésil en fait partie. On a eu le droit à un spectacle assez exceptionnel. Pour une fois qu'on laisse rouler les pilotes sous la pluie pendant toute la course, on a eu le droit à des manœuvres, des dépassements, des stratégies. Vraiment, enfin, les pilotes ont pu se faire plaisir et on a pu voir surtout des pilotes se différencier grâce à leur talent d'adaptation et leur rythme sous la pluie. Alors oui, forcément, la pluie a
aider à ce qu'on ait une bonne course. C'était le cas par exemple au Canada cette année, la pluie rajoute toujours un petit peu de suspense et de piquant durant les Grands Prix, mais le Brésil a une spécificité je trouve, qu'on retrouve en fait à Silverstone, en Autriche sur certains circuits, c'est le tracé. Les virages physiquement parlant, le Brésil nous offre plusieurs trajectoires dans les virages, et ça se voit dans le virage 1, ça se voit dans le virage 4, ça se voit à la sortie du dernier virage. Les pilotes peuvent essayer de croiser, décroiser, de faire les freins, et lorsqu'on n'a pas une seule trajectoire, on peut avoir des batailles même avec ces grosses voitures. Et au final, c'est ça qui manque sur les circuits de Formule 1. Si tu regardes le Grand Prix seulement, on a eu par exemple les dépassements de Verstappen. Au virage 1 au premier tour, à la sortie DS, il fait un triple dépassement là où il avait doublé Rosberg. On a eu des dive bombs au virage 1, on avait vu Perez faire des dive bombs au virage 4, puis même après on a eu du Hamilton-Perez, on a eu du Lawson-Perez. Dans le midfield, on a eu des batailles entre les Haas, les Williams, bref, honnêtement, tout le monde pouvait se battre ce week-end. Et puis après, il faut l'avouer, mais je suis désolé, en novembre, on sait qu'il pleut au Brésil. Et je pense que la F1 joue dessus parce que à chaque fois qu'on a de la pluie au Brésil, c'est exceptionnel. Le temps d'adaptation des pilotes fait tellement la différence. Verstappen nous a pondu un classique, tout simplement. C'est pas le seul. Il y en a qui se sont adaptés très vite. Les pilotes alpines ont eu un très bon rythme, mine de rien. Ça tenait un petit peu la Red Bull pendant le Grand Prix. Avec ce qui s'est passé ce week-end et le décalage de la qualif, je me suis posé une question. Et je veux votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'on pourrait pas retravailler le format sprint et rajouter la qualif le dimanche matin? Honnêtement, je trouve qu'en ayant la qualif le dimanche matin, déjà de 1, ça laisse moins de temps entre la qualif et la course. Donc moins de temps pour bosser la data, moins de temps pour réparer les voitures pour des pilotes qui vont faire des erreurs. De 2, ça te laisse le samedi pour le format sprint au global pour faire la qualif et la course. Et le vendredi, tu peux rajouter une practice, ce qui te permet de travailler un petit peu plus tes long runs et comprendre un petit peu mieux ta voiture. C'est qu'une idée, voilà, moi je vous le dis. Moi j'ai bien kiffé honnêtement le dimanche avec cette qualif et cette course. On verra si la F1 retravaille le format sprint. Et puis ça c'est un rêve, mais je sais que ça n'arrivera jamais. J'aimerais tellement que la F1 revienne pour la dernière course de la saison à Interlagos, histoire que le titre se joue là-bas. Mais ça, malheureusement, c'est quasiment impossible. Williams. Alors, Williams, on en a beaucoup parlé ce week-end, et pas que dans le positif, malheureusement. Déjà, on est au Brésil, et je m'y attendais pas. Le soutien, pour Franco Colapinto est exceptionnel. Je m'attendais pas à avoir des tifos, autant de personnes le soutenir. Ça hurlait dans la ligne droite quand le pilote argentin passait devant eux. On rappelle que la Williams avait encore le capot moteur en jaune, qui est dû à un sponsor d'ailleurs argentin qui accompagne Franco Colapinto, Mercado Libre. Alors, c'est un site d'enchères en ligne argentin, si jamais vous vous posez la question. Bon, résultat pour Williams ce week-end, au Brésil, c'est 3 voitures cassées, beaucoup d'argent perdu, beaucoup de points peut-être perdus aussi au championnat constructeur, vu ce qui s'est passé avec Alpine, on en reparle un petit peu après, mais c'est surtout la déception en fait d'avoir presque manqué une occasion, et je parle surtout pour Albon, qui fait une erreur bête au final en qualification et qui atomise totalement sa voiture. Petit blocage de roue arrière, les roues viennent toucher la ligne blanche, il part en tête à queue, détruit littéralement toute la voiture et ne participe pas au Grand Prix. Et quand je vois ce qui se passe avec Alpine, quand je vois la course qu'ont eu les V-Carb ou d'autres, je me dis qu'Albon aurait peut-être pu marquer des points. Pour Colapinto, c'est un petit peu plus dur parce que bon, première course sous la pluie, voilà, il fallait trouver ses marques, pas forcément facile et surtout là où il était positionné. Bon, résultat, Williams se retrouve dans une barbe à sauce pour la fin de saison parce que là, le budget cap, ça va être serré, le constructeur, ça va être très chaud aussi, vu ce qui se passe devant avec V-Carb, Haas et Alpine. Mais Williams n'a pas fait que parler pour la performance. Je pense que vous en avez entendu parler de cette rumeur qui pourrait potentiellement voir Colapinto titulaire l'année prochaine chez Williams. Alors, je vous l'explique rapidement, mais ce n'est qu'une rumeur, mais elle est pas si folle. En fait, Williams pourrait potentiellement mettre Colapinto aux côtés de Albon et permettre à Sainz d'aller chez Red Bull aux côtés de Verstappen. Perez est en danger pour 2025, vous le savez. James Wolf, ça l'a avoué, c'est officiel. James Wolf fait tout pour placer Colapinto en Formule 1 et discute avec d'autres écuries pour trouver un arrangement. On a vu Horner traîner dans l'hospitalité Williams. On sait que Red Bull est très intéressé par Colapinto aussi parce que c'est un profil sud-américain. On rappelle que Oracle est détenu par un Mexicain et que c'est ça qui permet à Perez au final de rester en Formule 1. C'est grâce à Oracle aujourd'hui que Perez est toujours là. Et surtout, quand Sainz avait signé sa clause de contrat chez Williams, il y avait une clause qui était à l'époque évoquée, c'était une rumeur qui disait que si Red Bull venait à approcher Carlos Sainz, alors Williams devrait le prêter à Red Bull. Je vous laisse la rumeur ici, on verra dans les prochaines semaines si ça avance, si ça n'aboutit à rien, on oublie, mais voilà ce qui s'est dit ce week-end au Brésil pour Williams. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche, la FIA. J'ai l'impression que j'en parle à quasiment tous les récaps maintenant, mais la FIA a encore foutu son grain de sel dans le déroulé du week-end et honnêtement, à des moments, j'ai cru halluciner. Déjà, on va revenir sur ce qui se passe en course sprint. Lando Norris est deuxième, Oscar Piastri est premier, on arrive sur les derniers tours et Nico Hülkenberg abandonne. Problème moteur, Hülkenberg se garde sur le côté, sort de sa voiture, aucune VST ni safety car n'est déployée pendant 2 tours. On attend 2 tours avant de sortir une VST. Entre-temps, Norris et Piastri changent
change de position afin de permettre à Norris de gagner le plus de points, là-dessus aucun problème. Lors de ce changement de position, Verstappen se rapproche dangereusement d'Oscar Piastri et au moment où on arrive sur la zone de DRS et que Verstappen est sur le point de dépasser Piastri, la VSC sort et la VSC ne rentrera que dans le dernier tour, ce qui réduit quasiment à néant les chances de dépassement de Verstappen. Alors, je ne dis pas que la FIA est pro McLaren, je dis encore moins que la FIA est pro Red Bull. Moi, je pense seulement que la FIA a vraiment des grosses difficultés sur les prises de décision. Ça s'est confirmé ensuite en qualification avec l'accident de Stroll où il a fallu attendre 50 secondes pour avoir un red flag alors que l'Aston Martin ne pouvait pas repartir, il était bloqué, ne pouvait plus bouger la voiture. À un moment, les gars, il faut agir, il faut prendre des décisions et lorsqu'il y a un danger, vous devez tout de suite interrompre ou neutraliser les sessions. L'exemple parfait, c'est pendant la course avec la sortie de piste de Carlos Sainz. Il a fallu aller attendre peut-être 10 secondes grand max pour avoir une safety car alors qu'il n'y avait aucun danger. Toutes les voitures avaient passé Carlos Sainz, il n'y avait personne derrière, il n'était pas forcément dans un endroit dangereux et pourtant, on a directement sorti la safety car. Un autre problème soulevé par la FIA, ça a été la safety car pendant la course. On a mis une safety car en plein milieu du Grand Prix à cause des conditions météorologiques. Alors, ça a fait scandale pour beaucoup de personnes. Ça a choqué beaucoup de personnes. Personnellement, ça ne m'a pas choqué tant que ça. On arrivait sur des conditions où la visibilité était nulle. On ne voyait plus les voitures devant. On arrivait à un point où les voitures en ligne droite n'étaient pas à fond sur l'accélérateur. Russell n'était pas à 100% sur l'accélérateur. Je trouve qu'on avait juste atteint une situation dangereuse et vous allez me donner l'excuse que la plupart donnent, c'est oui, mais il y avait les pneuettes. Les pneuettes ne réduisent pas la quantité d'eau sur la piste. Certes, ça évacue plus d'eau, mais les pneuettes n'améliorent pas la visibilité. Les pneuettes ne réduisent pas la quantité d'eau qu'il y a sous le fond plat. Il y a des replays avec Esteban Ocon sous safety car où on voit littéralement le fond plat dans l'eau. C'est-à-dire que le fond plat est dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau sur le fond plat. Et à partir de ce moment-là, c'est juste plus possible. On ne peut plus rouler. Est-ce que la safety car était une bonne idée? Je sais pas. Peut-être que la VSC aussi aurait pu être une bonne idée. Peut-être que le red flag direct aurait été une bonne idée aussi. Ça aurait évité l'accident de Colapinto. En tout cas, personnellement, je trouve que cette safety car de base n'était pas une mauvaise idée. C'était une solution alternative pour continuer à rouler, continuer à sécher la piste, en sachant que la grosse averse et les conditions n'allaient pas durer plus de 10 minutes. Donc en gros, on allait se taper aller peut-être 3 ou 4 tours sous safety car et on aurait pu reprendre la course. Après, je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde. Pour moi, je vous le dis, il n'y a pas d'histoire de favoritisme. Il n'y a pas d'histoire de on aide une équipe ou un pilote. Ça, j'y crois pas une seconde. Pour moi, il y a juste des décisions beaucoup trop bancales. Il y a juste un manque de régularité en fait dans les prises de décision de la FIA. Tiens à rappeler quand même que le rôle de la FIA en Formule 1, de 1, c'est de faire respecter le règlement sportif et technique. Ok. De 2, c'est d'assurer la sécurité des pilotes et de tout ce qui se passe en piste. À un moment, je pense que la FIA doit aussi arrêter de se poser des questions si ça va impacter ou non le championnat et la FIA doit tout simplement agir le plus vite possible. Verstappen a pris la parole là-dessus. Verstappen a dit que c'était un peu du foutage de gueule. Je me permets de remettre une balle sur la FIA, mais c'est pareil, les 10 000 € d'amende sur Charles Leclerc. Bon, 5 000 avec sursis, certes, pour un petit gros mot en conférence de presse où il s'excuse directement, faut peut-être revoir les priorités des pénalités. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que là, la FIA se perd un petit peu dans sa bataille et on vise pas les bonnes personnes. J'ai hâte de voir cette fin de saison. Voilà, il reste un triple header pour finir cette saison 2024. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur la fin de saison. Il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que la FIA essaye de jouer un rôle dans cette lutte au titre. Je pense pas, personnellement. Je pense qu'il y a juste des erreurs, peut-être des fois, des manques d'interprétation de ce qui se passe sur la piste. On verra ce qui se passe. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais je surveille quand même la FIA pour les prochaines courses. Alors là, on est probablement sur l'une des plus grosses performances de l'histoire de la F1. Et je pèse mes mots, vous le savez, je ne suis pas fan de Verstappen, je suis pas fan de Red Bull. Force est d'admettre que le résultat de Max Verstappen ce week-end est exceptionnel et c'est le tournant de cette saison 2024. Pour tout comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Jeudi, Media Day, on arrive en conférence de presse et Verstappen se fait bombarder de questions par les médias britanniques sur ce qui s'est passé au Mexique et ses 20 secondes de pénalité. Vendredi, free practice, Red Bull est un petit peu dans le dur, ne se concentre que sur les longs runs et on sait que Verstappen va prendre 5 places de pénalité pour la course. Quali sprint, bon, Verstappen est 4e, c'est pas mal, mais derrière les deux McLaren. Bien évidemment, en course sprint, les McLaren jouent très bien le jeu et terminent 1 et 2 avec Norris premier. Verstappen en plus commet une erreur et prend une pénalité, ce qui le fait finir 4e. Et on arrive en qualification, Verstappen se qualifie 12e, ce qui veut dire que Verstappen part 17e sur la grille. Norris prend la pole position, à ce moment-là, c'est 25-0 pour Norris. Si les résultats restent comme ça, Norris
prend une énorme marge sur Verstappen, littéralement met une main sur le trophée de champion du monde. La suite appartient à l'histoire, vous la connaissez, Verstappen en partant 17ème remonte 7 places dans le premier tour, 1 à 1, prend Lewis Hamilton, puis Piastri, puis Leclerc, décide de ne pas s'arrêter quand tout le monde rentre au stand pour changer de pneu intermédiaire, reste sur la piste au moment où la pluie s'abat, drapeau rouge qu'il fait repartir deuxième, dépasse Esteban Ocon sur une relance de safety car et Verstappen s'impose avec 20 secondes d'avance sur Esteban Ocon. Si on prend les 10 meilleurs tours de la course durant le Grand Prix du Brésil, il y en a 9 qui sont à Max Verstappen et les 9 sont plus rapides de 1 seconde que ceux de Lando Norris. Honnêtement, peut-être que je suis un peu biaisé, mais je vous le rappelle, je suis pas fan de Verstappen. Je pense que la perf de Verstappen aujourd'hui, on s'en rappellera dans 5 à 10 ans comme la perf de Raikkonen à Suzuka au Japon en 2005. C'est le genre de course qui, avec du recul, on va se dire « Waouh, on l'a vu de nos propres yeux et c'était quand même assez exceptionnel ». On parle souvent de la performance de Lewis Hamilton en 2021 qui était parti 20e en sprint, remonté 5e, puis ensuite il était redescendu 10e avec une pénalité et de la 10e place il avait gagné la course. Là le mec est parti 17e. Et le pire dans tout ça c'est que Norris finit loin, 6e. Actuellement le championnat il est très simple, on vous le mettra à l'écran quelque part. Si Lando Norris ne marque pas plus de 3 points à Vegas, Lando Norris ne peut plus jouer le titre ni au Qatar ni à Abu Dhabi. Si Verstappen termine devant Norris, il sera couronné champion du monde à Vegas. Malheureusement pour Lando Norris, la course elle a été très compliquée avec pas mal de petites erreurs, il perd la tête au premier virage, ensuite il y a des petits blocages de roues, puis il y a son erreur au restart qui le fait retomber derrière Piastri et c'est ces petites erreurs en fait, ces petits moments où normalement tu es censé être intouchable, tu as la meilleure voiture, tu pars en pole, c'est ces petits moments qui me font croire que Norris, encore il lui manque un petit truc pour être champion du monde, surtout face à Verstappen. Quand on voit les performances de Verstappen, sachant qu'il n'a plus la meilleure voiture cette année, qu'il a potentiellement la 2e ou 3e meilleure voiture dépendant de Ferrari, et qu'il arrive à maintenir cet écart au championnat pilote, qu'il arrive quand même des fois à surpasser la performance de sa voiture, c'est ça qui manque à Lando Norris et c'est ça qui me pousse à croire entre guillemets que Verstappen aujourd'hui est l'un voire le meilleur pilote de la grille, en tout cas en état de forme actuel en 2024. Pour revenir sur Lando Norris et en finir là-dessus, je voulais revenir sur sa déclaration d'après-course où il dit que ce n'est pas du talent, c'est de la chance. Il faut bien remettre du contexte sur cette déclaration. Lando Norris parle du drapeau rouge et du fait que Verstappen et les deux Alpines n'ont pas eu besoin de rentrer au stand. Personnellement, je suis pas d'accord. Personnellement, je considère pas ça comme de la chance, mais comme un coup de poker, c'est de la stratégie, c'est un pari. Alors un pari, c'est soit gagnant, soit perdant. Là, pour le coup, il est gagnant, mais c'est pas de la chance, c'est une décision. On interprète la météo. Je pense que c'est une réaction à chaud, bien évidemment, en sortant de la voiture. C'était pas quelque chose, c'était pas un commentaire de rageux ou quoi que ce soit. Il était pas imbuvable de sa personne. C'est sûr que ça tombe peut-être pas au bon moment, surtout si Verstappen gagne la course. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de messages sur Norris. Je pense qu'il est important aussi de remettre du contexte. Ne parlez pas de la performance de Verstappen, mais bien de la stratégie et du drapeau rouge. D'habitude, on dit de héros à zéro. Bah là, pour Alpine, c'est l'inverse. C'est de zéro à héros. Honnêtement, Alpine termine avec une P2 et une P3. Double podium pour la marque française. Alors, Gasly a dit, après la course en interview, que personne n'avait marqué ça sur son bingo. Personnellement, je me permets, en live sur Twitch, au mois de février, j'ai fait mon bingo de la saison. On vous le mettra à l'écran. J'avais marqué au moins une Alpine sur le podium. Pierre, je l'avais prédit. Non, plus sérieusement, comme on dit, quand il pleut, les performances des voitures, au final, s'annulent et tout se joue au coup de volant. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tous les deux réaliser une course exceptionnelle. Déjà, Ocon se met P4 sur la grille, très belle qualification avec une Alpine. Le pauvre Gasly se met 13e, mais la course au final n'est que plus belle. 13e, il remonte, il termine du coup 3e derrière son coéquipier. À un moment, Esteban Ocon avait un meilleur rythme que Verstappen sur le deuxième relais après le drapeau rouge. On était en mode, héros, comment tu fais pour aller plus vite que la Red Bull? Bref, au-delà du double podium, je pense que Alpine a enfin réussi quelque chose qui leur manquait depuis le début de la saison, c'est de l'ordre dans la prise de décision, de la simplicité et de l'efficacité. Alpine a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Les pilotes ont su faire une course sans erreur. Il n'y a absolument rien à redire de la performance d'Alpine. Ocon partait 4e après une très bonne qualification. Gasly partait P13. J'ai envie de dire c'est encore plus beau parce qu'il est remonté 10 positions pour terminer sur le podium. Là, pareil, à l'image de Verstappen, la prise de risque, le pari de ne pas rentrer au stand pour changer les pneus intermédiaires et pourquoi pas passer sur des extrêmes wet aurait été un pari assez exceptionnel qui a du coup fonctionné, bon, grâce au drapeau rouge. Mais je suis désolé, quand je vois en fin de course Pierre Gasly qui ne se fait pas dépasser par Russell pendant 15 tours ou que je vois que Ocon maintient son écart avec Pierre Gasly pareil pendant une vingtaine de tours, je me dis que les mecs au final ne déméritent pas tant que ça, ils l'ont pas volé ce double podium. Alors petite note un petit peu triste, c'était probablement le dernier podium d'un moteur français en Formule 1 avant longtemps, dernier podium d'un moteur Viry parce que oui on le sait, Alpine n'utilisera plus les moteurs de Viry-Châtillon. La dernière fois qu'on a eu un double podium français c'était en 97, c'était avec Olivier Panis et Jean Alesi au Grand Prix d'Espagne
donc autant vous dire que ça remonte et moi j'étais même pas né. Et puis de façon globale, bah je suis désolé mais merde, en fait ça me fait juste plaisir de voir ces deux mecs sur le podium. En fait, Gasly l'a très bien expliqué, c'est deux Français, deux Normands qui ont grandi ensemble, qui ont fait leur première compétition ensemble. Certes, il y a eu des problèmes entre eux personnels qui ne nous regardent pas. Les mecs se retrouvent dans la même écurie, genre 20 ans après, ils se retrouvent coéquipiers dans une écurie française en plus, et les mecs arrivent à finir tous les deux sur le podium. J'ai un peu l'impression que avec le départ d'Esteban, c'est une sorte de happy ending. C'est la fin d'un cycle un petit peu, c'est le final parfait presque pour la relation Gasly-Ocon. Sur une autre note d'ailleurs, je pense que Alpine va regretter le départ d'Esteban Ocon. Vous m'empêcherez pas personnellement de croire que le départ d'Esteban est une énorme perte pour Alpine. Alors certes, il y a Jack Doohan qui arrive, mais Esteban Ocon, peut-être que vous ne l'aimez pas, peut-être que c'est l'un des pilotes le moins apprécié. Je considère toujours Esteban Ocon comme un des meilleurs pilotes de la grille. Pas dans le top 5 peut-être, mais Esteban Ocon a cette capacité de surperformer la performance de sa voiture. Et ça va cruellement manquer chez Alpine. Gasly est capable de le faire. Est-ce que Jack Doohan sera capable? J'en suis pas si sûr et je pense que As là doit être très heureux de voir ce qui s'est passé au Brésil. Résultat comptable, Alpine fait un braquage au niveau du constructeur et gagne 3 positions, dépasse Williams, Vcarb et As. Alors c'est très serré entre Alpine, As et Vcarb à 3 points près, 49 points du coup pour Alpine. Si on regarde le classement constructeur dans sa globalité, on peut aussi voir que devant McLaren a repris un petit peu d'avance sur Ferrari et que Red Bull, à mon avis, ne peut plus espérer le titre constructeur. Je pense que là maintenant c'est devenu trop compliqué pour les pilote Red Bull. 36 points séparent Ferrari de McLaren. Ça va être, je pense, la rivalité de fin de saison et ça va probablement être le gros duel maintenant de fin de saison vu ce qui s'est passé pour le classement pilote. Bon, le hydroprono. Comment vous dire? Bah vous vous doutez bien que ni moi ni vous aviez prévu les Alpines sur le podium, hein, très clairement. Moi j'avais mis Lando Norris en pole position, j'ai eu juste. J'avais mis une victoire de Lando Norris, bon bah non. J'avais mis une deuxième place de Leclerc, bon bah non. J'avais mis une troisième place d'Oscar Piastri, bon bah non. Dans les commentaires on a cherché, bon bien évidemment personne n'avait mis les Alpines sur le podium. On a trouvé des victoires de Verstappen, comme Blues par exemple, ou Ven33 qui avait mis la victoire de Max Verstappen avec la pole de Lando Norris. Bravo à vous. Je vous laisse faire encore une fois votre hydroprono avec le hashtag dans le commentaire sur tout attaché hydroprono. Moi personnellement, je vous donne mon prono pour la course qui aura lieu dans 3 semaines à Vegas. Je pense que Charles Leclerc prend la pole position et je pense que Charles Leclerc s'impose à Vegas. Je pense que Verstappen termine deuxième devant Lando Norris. Je pense que Verstappen prend le titre à Vegas. Voilà, on verra si j'ai raison ou non, mais je pense que la Ferrari et la Red Bull vont être très performantes sur un circuit urbain avec des longues lignes droites. Faites vos pronos dans les commentaires et on verra du coup au prochain récap pour le récap de Las Vegas si vous avez vu juste et si pour une fois je réussis à avoir un perfect. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix du Brésil. Honnêtement, il a été incroyable et je pense qu'on a tous été d'accord pour dire que c'est la course de la saison. Ce qui est sûr, c'est que c'est le tournant du championnat 2024. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Soyez polis, respectueux comme d'habitude. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez bien la cloche et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.